Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis moi aussi tout à fait heureux d'être avec vous. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques réflexions sur l'habitat temporaire, sur lesquelles moi je souhaiterais revenir à travers le contexte plus général qui est celui de la question de l'utilisation de l'habitat temporaire dans les questions d'urgence qui sont les nôtres. Et pouvoir échanger avec vous sur aujourd'hui la situation du logement. Mon voisin de gauche remplacera tout ça dans un contexte historique. Moi, je vais me contenter de faire un focus sur ce qui se passe actuellement. Alors, je regarde derrière parce que comme j'ai pas de retour, voilà. Alors, en France, on a un problème avec le logement depuis un bon moment, il faut bien le dire. Et la question de l'hébergement et de la question de l'utilisation de l'habitat temporaire, c'est d'abord une question de manque de logement, avant toute chose. On se poserait beaucoup moins la question si le logement social était accessible partout, s'il n'y avait pas un marché du logement qui était déséquilibré dans les zones en tension. Et si d'une certaine manière, on n'était pas obligé d'en rajouter sans arrêt dans la législation et la réglementation pour essayer de cadrer un sujet qui pose des problèmes quotidiens à beaucoup de monde et qui crée de l'exclusion également, tout simplement par sa difficulté à répondre aux besoins. On a posé la question du droit au logement. Il faut bien dire que c'est un objectif, le droit au logement, puisque aujourd'hui, la manière dont il s'exerce fait qu'il y a une liste importante de personnes qui sont dans la situation d'avoir un droit au logement, par le biais du DALO ou du DAO, droit au logement opposable, mais qui n'ont pas une réponse immédiate lorsqu'elles obtiennent ce droit. Ça dépend des régions, mais en gros, on peut dire que dans toutes les zones en tension, il y a une liste, et dans celles où il n'y a pas de tension de logement, non seulement il n'y a pas de liste, mais il y a très peu de demandes de droit au logement opposable. Donc c'est bien un système qui a été conçu à la base pour essayer de répondre à cette question de tension sur le logement et l'accès au logement. Donc, la France, elle s'est toujours mise, mon voisin le développera, mais mise dans une situation où elle a développé le logement social avec des périodes différentes, mais je vais pas, c'est pas mon propos. Aujourd'hui, il y a un effort continu pour essayer de développer ce logement social, mais aussi, en fait, toutes les gammes. Que ce soit le logement privé, par les dispositifs qui se sont succédés, le dernier en date étant le dispositif la ministre du Logement Sylvia Pinel, pour favoriser la construction. Et il faut bien dire qu'il y a aussi en parallèle quelque chose qui est la lutte contre l'habitat indigne, puisqu'on a connu aussi plusieurs périodes où il y avait un vrai problème sur la qualité de l'habitat, qu'on a peu à peu résolu, et aujourd'hui on est aussi à essayer de trouver des solutions à des situations d'habitat indigne, et l'habitat temporaire, il rentre aussi évidemment dans cette question-là. Alors c'est vrai aussi que on a, pour ce qui nous concerne, quelques petits problèmes structurels sur notre manière de penser la construction de logement. Alors, il y a effectivement beaucoup de solidarité qui s'exerce dans les différents niveaux locaux. Et il faut bien dire qu'on se pose des difficultés à nous-mêmes avec une compétence qui est partagée entre plein de monde, avec 36 000 communes qui s'en occupent peu ou prou ou pas, et donc avec des difficultés à construire des projets, parce que plus vous augmentez le nombre d'intervenants, évidemment, plus c'est compliqué.
ce sont des sources de financement supplémentaires et c'est vraiment une bonne chose de pouvoir aider, mais il y a quand même un problème institutionnel en France où la compétence logement, elle est dans la réalité exercée par beaucoup de monde et où les plans de financement sont le reflet souvent de ce millefeuille. Alors, beaucoup de choses ont été entreprises pour apporter des solutions. On est ici dans la métropole de Nantes, donc la question de la métropolisation de la compétence logement est un sujet évidemment central pour avoir une vue d'ensemble, pour pouvoir répartir harmonieusement dans les endroits en tension les questions de logement. Mais si on prend d'autres exemples en Europe, c'est vrai qu'on voit bien en benchmark nos difficultés structurelles. En Allemagne, il n'y a pas de problème de logement réellement. C'est pas complètement étonnant parce que ils ont 6000 communes à peu près, qui sont assez grandes. La compétence, elle est bien identifiée. Et si on prend par exemple un autre voisin, je sais pas, tu prends Vienne par exemple, le prix du logement à Vienne en hypercentre doit être en hypercentre, c'est-à-dire l'endroit le plus recherché, qui doit correspondre au maximum dans le triangle d'or parisien, le 7e arrondissement, ça doit être 10 à 12 euros du mètre carré. Bon. Pourquoi? C'est simple, parce qu'on est sur un espace beaucoup plus vaste, qui est géré par une ville qui a, si on fait la comparaison entre capitales, qui a les compétences de la ville de Paris, les compétences de l'État en matière de logement, les compétences de la préfecture de police et une partie des compétences de l'assistance publique. C'est quand même beaucoup plus simple de produire du logement à partir du moment où on a tous ces outils entre les mains. Et leur manière de faire, elle est assez remarquable. Ils arrivent, ce qu'on fait en France, hein, mais avec toutes ces difficultés structurelles que je vous expose, ils gèlent du terrain disponible, ils ont des outils pour vérifier quelle est la pression sur le logement, et quand ils voient à 7 à 8 ans arriver cette pression, ils libèrent le terrain avec un projet urbain qui est global. Construction de logement, activités, transport et accompagnement social divers et variés et évidemment éducation. Donc il faut avoir ça en tête quand on parle d'habitat temporaire parce que c'est d'abord un problème d'accès au logement. On pense à l'habitat temporaire parce qu'il y a un problème d'accès au logement durable. Et ce problème d'accès au logement durable, il y a plein d'autres raisons, mais la difficulté de la décision, la gouvernance est un sujet en France. Alors, évidemment, la question de la rareté du foncier, elle se pose aussi, parce que en France, ça s'est beaucoup amélioré. Avant, on était très centré sur Paris. Bon. Les métropoles régionales, elles montent en puissance et c'est vraiment une très très bonne chose. Mais il faut encore progresser sur le sujet pour qu'on pense d'une manière polycentrée. Les autres pays, encore une fois, notre voisin allemand, ils ont plein de zones urbaines différentes avec de l'activité. Et c'est différent, évidemment, de penser le logement lorsque il y a plein de zones possibles dans le pays. Pendant longtemps, on a pensé le logement d'une manière un peu francilienne. C'est-à-dire qu'il y avait voilà, il y a plein de gens qui viennent à Paris, donc il y a un problème à Paris, donc il faut... Voilà. La question de la montée en puissance des métropoles régionales, c'est bien évidemment le rééquilibrage sur le territoire aussi de cette pression. Et c'est un élément vraiment très important. Il faut continuer à accélérer sur le sujet, mais ça suppose que les entreprises, que l'activité, globalement, elle aille ailleurs que sur l'Île-de-France. C'est le cas, mais enfin, quand on voit les chiffres, l'Île-de-France reste un endroit où on concentre énormément de la part du PIB français. Mais les rééquilibrages sont en cours.
Alors, qu'est-ce qui se passe donc pour les personnes qui sont dans cette difficulté de logement? La DIAL, elle, la délégation interministérielle pour l'hébergement et l'accès au logement, des plus démunis, elle a beaucoup de champs de compétences, elle s'occupe des gens du voyage, des campements illicites, de l'habitat indigne, de l'hébergement d'urgence, de la réduction des nuitées hôtelières et aussi de tout ce qui concerne les réfugiés. C'est un sujet d'actualité puisque en ce moment on est vraiment en train d'essayer de trouver des solutions et de trouver des solutions pour les personnes qui ont le statut de réfugié suite notamment aux crises syriennes, irakiennes et érythréennes. Mais on a cette difficulté à trouver des réponses rapides, et donc l'habitat temporaire, dans la tête de tout le monde, est une possibilité d'avoir une réponse rapide. Alors, dans l'intervention de départ, il y avait la question de l'urgence et la question du coût et de la zone géographique. Alors, la zone géographique, je suis tout à fait d'accord. Il faut bien évidemment penser le coup d'après, toujours quand on construit de l'habitat temporaire. C'est-à-dire que les personnes qui sont là, elles vont à un moment donné sortir, et il faut, dès le départ, organiser les conditions pour qu'elles puissent sortir dans les meilleures conditions. Mais la question de la rapidité, la question du coût, elle est quand même très importante. Bien évidemment, il faut faire de la qualité. On est d'accord. Simplement, il faut aussi faire du pas cher. C'est-à-dire que, voilà, il y a une tension entre les deux sujets, elle est réelle, mais il faut à la fois trouver les solutions pour faire vite, à un coût raisonnable, et dans des conditions qui permettent réellement une insertion ensuite des personnes, avec de l'accompagnement. Je suis absolument d'accord, c'est une condition sine qua non. Faire de l'habitat temporaire pour des personnes en difficulté de logement sans accompagnement, c'est recréer les conditions d'un échec. Donc, un des objets de la réflexion que vous avez sur Minimaus, c'est ça. C'est comment, du point de vue de l'utilisation des fonds publics, quelle qu'en soit l'origine, il est possible de rentrer dans cette équation compliquée. Alors il y a plein de choses qui se sont faites, un peu partout, mais il faut évidemment trouver les moyens de solder cette équation et de proposer des produits qui répondent à ça. L'autre sujet, c'est... Ah, tu passes en même temps. Tu sais que j'ai un machin pour passer. Donc c'est pour ça que je me disais, je ne comprends pas qu'il y a plusieurs fois... L'autre sujet, c'est évidemment toujours sur les questions de coût et de performance de la dépense publique. Je m'excuse d'utiliser ces gros mots, hein. Mais le budget de l'hébergement d'urgence en France, c'est plus d'1,5 milliard d'euros. Et il va tranquillement vers ces 2 milliards. À un moment donné, c'est plus soutenable économiquement, et il faut vraiment s'interroger sur la performance de l'euro dépensé par rapport aux personnes. Ce n'est pas seulement une question financière, c'est d'abord une question d'insertion des personnes. C'est-à-dire, est-ce qu'on met bien l'argent là où il faut? En France, on a à peu près, dans des solutions d'hébergement temporaire, un peu moins de 200 000 logements, entre les unités hôtelières, les CHRS, les centres d'hébergement de réinsertion sociale, les centres d'hébergement d'urgence, les pensions de famille ne sont pas réellement de l'urgence, mais le logement adapté, on est souvent eu l'intermédiation locative. On a plein de dispositifs qui permettent de jouer tant sur le logement social que sur le secteur privé qu'on utilise d'un point de vue social. Mais de plus en plus, maintenant, on tire la ligne sous les additions et les multiplications. D'ailleurs, on essaye de voir si l'argent dépensé produit réellement de l'insertion à tout niveau. Dans cette idée, la question du parcours résidentiel que vous souleviez, c'est un des outils, mais ce n'est pas nécessairement un outil qui est adapté à beaucoup de personnes,
Et je pense même qu'il produit des étapes qui sont peut-être pas nécessaires. À la DIAL, on a une expérimentation qui est de plus en plus du tout une expérimentation, mais un programme qui va être pérennisé, qui s'appelle le Chez Soi d'abord, qui a consisté à prendre les personnes les plus compliquées, c'est-à-dire des personnes avec des pathologies psychiatriques très très importantes, bipolaires, schizophrènes, voilà, avec des addictions et avec un passé à la rue extrêmement important. C'est-à-dire vraiment le public le plus compliqué en termes de logement. Et donc, ils ont accédé directement au logement. On a fait une expérimentation scientifique, en fait, avec un comité d'éthique, bien sûr, où la moitié des personnes allaient dans le programme de Chez Soi d'abord, et l'autre moitié des personnes va dans le droit commun. Et on regarde à la fin ce qui se passe. C'est pour ça que je parlais de comité d'éthique, hein. C'est pas évident à gérer. Le résultat, c'est très simple, c'est que l'accès au logement d'abord, avec un accompagnement social renforcé, coûte beaucoup moins cher, au final, que le droit commun. Alors c'est pour des publics, comme on dit, très cassés, évidemment, et ça montre que les questions de l'accompagnement, elles sont centrales dans la gestion de ça, la gestion de ces publics, elles sont à articuler avec la question de la prise en charge globale. Il faut rappeler toujours que les personnes à la rue, c'est 30% de pathologies psychiatriques importantes. Donc santé, insertion professionnelle tant qu'on peut. Et donc on doit aussi regarder les coûts. Et il se trouve que les coûts sont moins importants. Il y a une équipe de recherche qui est dessus et qui publie dans des revues à comité de lecture. Hein. C'est la seule expérience européenne qui existe, qui est validée scientifiquement. Et donc, c'est sur la base de ces chiffres qu'on a réussi à prolonger l'expérimentation, et elle sera étendue à l'ensemble du territoire métropolitain à partir de 2016-2017. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans la notion d'habitat temporaire, il faut regarder la performance sociale. C'est un élément essentiel. Et on est là avec des personnes qui s'occupent d'architecture. Vos projets, ils ne peuvent fonctionner qu'à partir du moment où vous pensez l'accompagnement social. C'est pas possible autrement. Excusez-moi d'être un peu caricatural, mais sans accompagnement social, votre projet, aussi bien soit-il, ça n'est qu'une boîte. Et donc, il faut penser les choses avec les personnes qui sont à l'intérieur et la manière dont on va penser cette interface qui est extrêmement importante entre les personnes qui logent dans cet habitat temporaire et l'accompagnement qui va avec. Alors, évidemment, c'est une notion d'urgence parce que plus les personnes sont en situation difficile, plus elles restent, plus c'est compliqué par la suite. Donc il y a, la notion d'urgence, elle est aussi liée à l'idée qu'on va se faciliter le travail si on arrive à prendre les personnes le plus rapidement possible pour les mettre dans un sas de stabilisation. Et l'habitat temporaire, il joue ce rôle de sas de stabilisation. Avant l'accès au logement ordinaire, nous on le voit un peu partout, et la métropole de Nantes et Nantes sont assez pionniers dans cette affaire. Ça marche en fait, voilà, ça marche. C'est-à-dire que mettre des personnes qui sont par exemple sur des campements illicites dans l'habitat temporaire avec de l'accompagnement et en cherchant la stabilisation à partir de contrats clairs et nets avec ces personnes qui jouent sur l'éducation des enfants, l'insertion professionnelle et diverses autres choses, notamment par exemple sur l'arrêt de la mendicité ou des choses comme ça, quand c'est le cas, ça fonctionne. Au final, ça fonctionne. Ça a un coût réel, mais ça fonctionne. Et donc l'habitat temporaire,
dans vos réflexions, vous devez aussi le penser pour, dans cette idée de stabilisation. On va stabiliser des personnes, c'est-à-dire ils sont dans une situation difficile en termes de logement, en termes de sanitaire, en termes de rapport à son environnement, et on les stabilise à travers ça. Alors, j'ai parlé du projet social. Le projet social, il doit comprendre vraiment des objectifs qu'on se donne, à la fois sur l'insertion des personnes et évidemment sur la durée de l'accompagnement. J'ai parlé du contrat, c'est un élément essentiel. Et le projet de réalisation, il peut se faire sur du foncier disponible ou du bâtiment existant comme c'est inscrit, mais encore une fois, avec, comme ça a été dit, en lien avec le reste de la ville. Ça ne sert à rien de construire de l'habitat temporaire qui est lui-même dans une zone qui est une zone d'exclusion. Il y a une incohérence fondamentale sur le sujet. Donc il faut aussi penser, quand on pense habitat temporaire, il faut aussi penser en fonction du lieu où ce sera établi. Évidemment, je sais que dans votre projet, il faut que les choses soient démontables, transportables, voilà, mais c'est vous les spécialistes, hein, donc il faut aussi penser que ça doit, d'une certaine manière, s'ouvrir sur son environnement. J'en ai presque fini parce que il faut laisser de la place aussi au débat après nos deux interventions. Ce sont des projets, par exemple, en Ile-de-France en ce moment, vous savez, on a il y a des évacuations de campements assez importantes, il y a des personnes en demande d'asile qui viennent notamment d'Allemagne, mais aussi après être passés en Allemagne, bien sûr, ils viennent de plus loin. Et on commence à penser à l'utilisation de l'habitat temporaire. Donc, on fait plus que commencer à penser. On est vraiment sur des projets qui vont prendre corps. C'est compliqué parce que moi je trouve que le code de la construction, il n'est pas adapté encore à cette notion d'habitat temporaire. En gros, l'habitat temporaire, c'est les spécialistes, mais ça reste un permis de construire, même si c'est sur du terrain de l'État et qu'il y a une dérogation, en fait ça permet de s'affranchir que de plus, mais les délais ils restent les mêmes pour obtenir le permis, hein, c'est 3 mois à peu près, avec une certaine bonne volonté de la commune où vous implantez. Alors qu'on aurait besoin d'une notion d'urgence plus importante. Des fois on s'affranchit, je ne devrais pas le dire, mais des fois on s'affranchit un peu de ça, mais je pense qu'il faut aussi faire évoluer le droit sur le sujet. J'ai parlé du coût de l'opération. Vous devez, encore une fois, hein, le beau cher, je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. Mais le beau et bien à coût modéré, là ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Parce que le beau cher, tout le monde à peu près arrive à le faire. Hein. Vous mettez plein d'argent, des fois c'est raté, hein, mais c'est plus facile quand il y a plein d'argent. Hein. Mais penser des choses de qualité et qui répondent réellement aux besoins, voilà, ça c'est le challenge. Ça c'est le challenge. Il faut arriver à s'inscrire dans des politiques publiques qui ont des plafonds en termes de financement et qui ne peuvent pas faire n'importe quoi. La question et la notion de le coût final de l'opération est un élément extrêmement important. Ce qu'on voit un peu partout en France, c'est qu'on peut jouer à peu près sur toutes les sources de financement sur ce genre de projet. Il faut penser aux fonds européens. Évidemment, ça a été dit, conseil régional, conseil départemental, les communes, les métropoles, les intercos, bien sûr. Et puis, il faut toujours penser fonctionnement. Trop souvent, vous pensez que investissement. Il faut penser fonctionnement.
quelque chose qu'on construit, qu'on bâtit, après ça a un coût de fonctionnement. Et c'est là qu'arrivent les problèmes. Donc il faut que ce soit aussi soutenable du point de vue du fonctionnement. C'est un élément très important de mon point de vue sur ces projets. Voilà, j'en finis juste par vous dire que il y a une question qui se pose sur l'habitat temporaire comme habitat définitif. Il y a notamment parfois des notions sur... alors, bon, comme je ne suis pas d'accord, je caricature un peu, hein, faut m'excuser, le bidonville comme habitat de l'avenir. Je caricature. Mais j'y crois pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout. Je pense que ça n'a pas d'avenir et qu'il faut lutter contre ça. Par contre, à partir du moment où on commence à mettre en place de l'habitat temporaire de plus en plus intelligent, je pense qu'il peut avoir une durabilité. On a en France connu ça, après la Seconde Guerre mondiale. Ouais, il se trouve que pour des raisons familiales, une partie de ma famille a, dans le Nord, après des bombardements, vécu dans l'habitat temporaire qui est resté très longtemps, jusqu'au quasiment au milieu des années 60. Et donc ça fonctionnait. Alors ça fonctionnait dans la perception de l'époque, qui était une perception du confort qui n'est plus la même qu'aujourd'hui, bien sûr. Mais je pense qu'il doit y avoir une possibilité de faire évoluer, j'en finis par là, de faire évoluer cette notion. En France, on pense trop, je pense, excusez-moi, à 50 ans, à 100 ans. C'est-à-dire, ce qu'on construit va durer. Absolument. Peut-être qu'on pourrait penser parfois les choses à 10 ans ou 20 ans, sans pour autant qu'on méprise les personnes qui aillent à l'intérieur de ces habitats. Bien au contraire, d'autres pays le font, avec des modes de construction peu chers, et qui ne sont pas faits pour durer des siècles et des siècles. Nous, on pense toujours, c'est notre côté Louis XIV, on pense toujours pour les siècles à venir, peut-être, l'habitat temporaire qui doit mettre un pied dans la porte sur une notion un peu plus élargie de ce qu'est l'habitat. Donc je vais prendre la suite, on m'a demandé de faire ça en un quart d'heure, donc en 20 minutes. Donc je vais essayer de parler des populations. C'est un sujet très large, puisqu'on m'a demandé de traiter de qu'est-ce que c'est que le mal logement, sa nature, son histoire, sa racine, son évolution, son coût. En 20 minutes, on va faire une thèse là-dessus, en 20 minutes, je vais simplement donner quelques éléments. Et j'essaie d'orienter mon propos de manière à ce que vous puissiez prendre en quelques mots et en quelques notes, peut-être, différentes idées que vous pourriez recycler dans vos projets. Voilà, c'est un peu mon ambition. Alors déjà pour commencer, on parle de mal logement, donc en 2 mots pour me présenter et représenter le point de vue que je défends. Je travaille depuis 16-17 ans maintenant pour la Fondation Abbé Pierre à l'élaboration de son rapport annuel. Nous faisons, un bureau d'études que je dirige, l'essentiel des enquêtes depuis cette date-là. Je travaille aussi pour l'USH, je travaille aussi pour l'ANRU, on a développé de nombreux projets urbains, pour la DIAL aussi, récemment sur un guide d'accompagnement des populations en habitat indigne, pour l'UNAFO, pour tout ce qui est hébergement temporaire, et pour la FNARS, pour tout ce qui est structure d'hébergement et de réinsertion. Donc je connais à peu près normalement toute la gamme, et depuis quelques années, je m'intéresse aussi au processus de production. J'enseigne à l'école, maintenant l'école ça s'appelait UP auparavant à Créteil, donc l'école d'architecture et d'urbanisme de Paris, voilà, voilà. Donc simplement, pour commencer, je pense qu'on peut poser comme ça qu'il n'y a pas de mal logement, s'il n'y a pas de famille mal logée. Le logement de piètre qualité quand il est vide, c'est une friche, c'est un logement vacant. Il nous intéresse du point de vue urbain parce que c'est une dent creuse, c'est un problème de bâtiment. Mais on va dire que le logement dégradé, le logement de piètre qualité, n'a d'intérêt, à mon sens, et dans le politique public, que s'il est occupé. Et très souvent, la pathologie du logement va avec la personne qui est dedans, et réciproquement.
c'est très souvent le logement qui a fait que la personne qui est à l'intérieur va pas bien. Donc on a un problème un peu dialectique entre le mal logement et le logement de petite qualité. Alors, en transposant ça sur le logement temporaire, le logement est temporaire pour quelles raisons et pour quelles raisons on va fabriquer le logement temporaire? Parce qu'il y a des personnes qui sont en recherche temporairement d'une solution de logement. Le logement temporaire en soi n'a pas de vocation ni à exister comme thème, ni comme concept, ni rien à mon avis. En tout cas, il n'est que référé à la population qu'il est censé loger. Et c'est pour ça que l'histoire nous intéresse, c'est qu'on n'est pas pour des motifs, on est pour des motifs différents, on est pas pour les mêmes motifs en situation de logement temporaire à la fin de la guerre, après la reconstruction suite à des bombardements, qu'aujourd'hui, quand on est en situation de migration liée à des conflits, ou pour le milieu des années 60, pour des migrations liées à l'emploi, et aussi à des conflits liés à la guerre d'Algérie, etc., éventuellement. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont les populations telles qu'elles sont qui doivent nous intéresser, et la réponse logement, qu'elle soit temporaire, ou qu'elle soit adaptée, ou qu'elle soit tout simplement du droit commun, comme vous dites, doit se construire autour de la question de la population. Alors je vais aussi vous dire qui sont les mal logés aujourd'hui, et quel genre de problématique de logement il y a derrière ce qu'on appelle le mal logement. Alors, le mal logement, d'abord, c'est une expression qui, je pense, qui a été développée et popularisée par la Fondation Abbé Pierre. Mal logement, c'est d'ailleurs pas très, très joli comme terme. C'est tout ce qui ne convient pas dans la situation de logement, être mal logé. Voilà. Alors, le mal logement, ça commence par, toute une typologie qu'on peut faire, mais ça commence par l'absence de domicile en propre. Alors on a en tête le SDF, celui qui n'a pas de domicile, en plus qui a un mode de vie marginal et qui se passe dans la rue. Celui-là, il existe bien sûr, c'est le clochard un peu céleste qu'on voit dans les romans. Il est barbu, il boit en général, et il est sur l'espace public. Son nombre, on a du mal à le cadrer. Les enquêtes qu'il y a eu ces dernières années ont eu tendance à montrer que ce nombre est explosé, enfin, se démultiplier, et que le profil se diversifier. Par exemple, on a trouvé des femmes, donc le profil a un peu changé, on a trouvé des familles qui vivent à la rue, mais est-ce qu'on est dans la même situation que le SDF, ou est-ce qu'on est autre chose? En tout cas, les statistiques de la Fondation Abbé Pierre et l'INSEE les ont arrêtées, puisque les deux manières d'approcher la situation, d'un côté militante et de l'autre côté, on va dire, officielle, ont convergé pour arriver à faire des statistiques, en tout cas des chiffres qu'on puisse partager et qui sont reconnus par tous. C'est qu'il y aurait à peu près 140 000 SDF en France, c'est-à-dire personnes qui n'ont pas, dont on reconnaît qu'ils n'ont pas de domicile en propre, et qui n'ont pas d'autres formules de logement que le logement d'urgence, que des formules d'hébergement, de dépannage chez les tiers, etc., etc. Et en plus, il y a toute une série de sous-populations là-dedans, dont on pourrait imaginer même que sous-populations ou sous-catégories de logements, qu'elles sont qu'il y a une porosité entre les différentes catégories. Par exemple, des gens peuvent être hébergés à un moment donné, être à la rue à un moment donné, en situation d'être hébergés à l'hôtel par des institutions à un autre moment. Donc, c'est une population qui peut aussi bouger dans cette catégorie-là. Enfin, 140 000 personnes, c'est déjà un suffisamment grand nombre. Ensuite de ça, il y a toute une série d'autres catégories qui sont une manière d'aborder le logement qui n'est pas, on va dire, qui est dénaturé, c'est-à-dire qui n'est pas forcément le logement qu'on souhaiterait pour les populations. Donc on a ce qu'on appelle l'habitat de fortune. Alors on va mettre le bidonville dedans. L'habitat de fortune, la particularité, vous avez peu dit ça, c'est que l'habitat de fortune ou l'habitat ou le bidonville, et même l'habitat temporaire, ce qui fait la différence entre l'habitat temporaire et le bidonville et l'habitat de fortune, c'est que l'habitat de fortune, il est autodéterminé, c'est-à-dire je construis moi-même. Le bidonville, c'est en dehors des lois, ou quasiment en dehors des lois, je construis mon cadre de vie et l'habitat qui va avec. Ça peut être une simple planche on avait fait une étude sur les gens qui vivent sur le périphérique à Paris, et il y avait eu des photos qui avaient été faites des gens qui vivent comme ça dans les espaces publics parisiens, et on avait des gens qui s'étaient construits des cabanes, avec tout un dispositif représentant quasiment de l'habitat stable, en bois d'ailleurs, dans le bois de Vincennes par exemple, il y avait des photos et j'en ai même vu moi-même un. Et puis on avait jusqu'à un grand parasol posé au sol, avec quelqu'un qui vit dessous avec des bâches sur le parasol. Et donc on peut reprendre sur des choses très, très, très diverses, mais les gens décident, alors que l'habitat temporaire, c'est prescrit socialement, ou politiquement, ou sociopolitiquement. On a le droit de le faire, mais on vous a autorisé et on vous a accompagné pour le faire. On n'est pas dans l'autogestion en général dans l'habitat temporaire, en tout cas c'est une question qu'on peut se poser.
jusqu'où peut-on aller? Les gens qui ont essayé de faire de l'habitat temporaire ou de l'habitat auto-déterminé, mais par exemple les gens du voyage qui veulent se sédentariser sur des terrains familiaux, ils ont beaucoup de problèmes, parce qu'il y a le droit à la construction et toute une série de choses qui les bloquent. Donc première chose, dans mes 140 000, eux, ceux-là sont dans les dispositifs ou dans la rue. Généralement, on essaie de les cadrer. Ensuite, ça, on a une autre catégorie qui est plus en difficulté ou autant en difficulté que les premiers, donc c'est pas forcément les mêmes problèmes, les problématiques sociales. Mais ceux-là sont dans l'habitat dénaturé, donc c'est l'habitat de fortune. C'est aussi tous les locaux qui ne s'étaient pas destinés à l'habitat, qui sont devenus des locaux d'habitat. Je pense à des boutiques, on voit beaucoup ça en Ile-de-France. Je pense maintenant aux dépendances, les garages transformés en logement. Une ville me disait, on a une inflation de permis de construire pour mettre des fenêtres dans les garages, dans des dépendances, pour ceux qui demandent le permis de construire d'ailleurs. Donc on les refuse, après on va voir ce qui se passe. En général, ils ont fait quand même des travaux, et on a des familles. Récemment, j'ai fait une étude scolaire pour programmation scolaire dans une commune. On avait une explosion de la démographie scolaire dans un quartier pavillonnaire, on se demandait pourquoi. On a repéré 3-4 rues, on est allé voir, il y avait jusqu'à 10 boîtes aux lettres sur un portail. Donc on a des familles qui habitent dans les arrière-cours, dans les dépendances, etc. Il y a une étude qui a été lancée d'ailleurs sur le développement le développement du mal logement dans la division pavillonnaire. Les divisions pavillonnaires, ça veut dire aussi des annexes et des machins comme ça. Voilà, donc on est là-dedans, et là, dans les statistiques que l'on a, quand on tire les grandes lignes de ces catégories, on a presque, on va dire, presque 100 000 personnes qui vivent dans ces conditions-là. Alors très difficile à recenser, puisqu'il faut les recenser, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir frapper à la porte, les repérer, ce sont des estimations. Ensuite de ça, on a les gens qui vivent dans des situations d'hébergement, on va dire, institutionnel. Donc on a l'hébergement en institution, en CHRS, en structure d'urgence, en CADA. Alors là, c'est encore une autre, pour les demandeurs d'asile, c'est encore une autre voie. On a les pensions de famille, etc. Donc c'est des gens qui n'ont pas un logement en propre au sens commun du terme, mais qui ont, donc c'est pas titulaire d'un bail direct ou un bail un peu particulier, mais qui sont quand même dans un ensemble qui est encadré. Donc là, on a aussi un nombre important. Bon, normalement, toutes ces personnes-là, quand je rajoute les gens du voyage, à la fin, je suis à plus de 700 000. C'est gens du voyage qui n'ont pas de place dans un terrain dédié à leur passage et à leur stationnement sur une aire aménagée. On est à 50 000 personnes à peu près qui n'ont pas de place, étant gens du voyage. Donc on est à peu près 700 000 750 000 personnes dénuées de logement, de place, en tout cas de choses qui ressemblent à un logement. Après, on a les gens qui ont un logement et qui vivent dans des conditions très difficiles dans leur logement. Alors très difficile, ça peut être de l'habitat indigne, de l'habitat quasiment en ruine. On a un peu de tout, on a une graduation aussi très très forte, avec d'ailleurs des nomenclatures qui varient selon les lieux, selon les gens qui regardent, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis on a les gens qui vivent dans des logements qui auraient pu être confortables, mais qui est surpeuplés de manière très importante. Une famille dans un studio, une famille dans un 2 pièces, on peut avoir jusqu'à 7, 8, 10 personnes dans des logements très petits. Je ne parle pas des foyers de logements migrants où on sait qu'il y a un taux de remplissage au moins de 2, si ce n'est de 3. Hein, c'est-à-dire on a une place et en fait on a 3 occupants pour cette place. J'ai même vu des gens qui ont loué le pas de porte devant leur chambre dans un foyer en Ile-de-France, avec des porte-manteaux à 3,50 m au-dessus pour que la nuit on accroche les affaires pour que quand on circule dans les couloirs on puisse quand même passer entre les matelas et les sanitaires, etc. Donc on a ce genre de choses et cette nébuleuse du mal logement dans du logement, même qui a pu avoir à un moment donné un certain niveau de confort, mais qui génère quand même du mal logement, fait que l'on a à peu près, on a compté 2 700 000 personnes qui sont dans cette situation-là en France. Alors là-dedans, on a plein de choses. On a du propriétaire occupant en zone rurale qui vit dans un logement sans confort, sans toilette, sans rien. On a du logement suroccupé. On a des constructions récentes des années 70 qui ont très mal vieilli et mal vécu en habitat pavillonnaire, par exemple. On a de l'habitat de loisirs qui a été converti en résidence principale. On a vraiment de tout. Je vous le fais rapidement. On a 2 700 000, ça fait 3 500 000 personnes mal logées en France. Par personne, ça ne veut pas dire logement, puisque là-dedans, on compte toutes les personnes qui vivent dans le logement. Ça nous fait quand même un gros paquet de problèmes à résoudre. Et ceux-là, à part peut-être les 140 000 du début, ne sont pas dans l'habitat temporaire. Ils sont dans de l'habitat plus ou moins, les 2 500 000 là, de plus ou moins stable. Ensuite, on a les familles
et les ménages, et les personnes fragilisées par rapport au logement. Une autre catégorie que la Fondation Abbé Pierre a contribué à faire émerger, qui n'est pas très loin de la première catégorie en général, d'ailleurs c'est l'antichambre de la deuxième, enfin, de la catégorie suivante. Ce sont les gens qui vivent dans un logement réputé confortable, mais qui n'ont pas les moyens de chauffer, par exemple, et qui se détériorent du fait de l'absence de chauffage. Ce sont des gens qui vivent dans des logements confortables mais qui n'arrivent plus à payer. Donc ils sont en procédure d'expulsion, donc ils sont quasiment aux portes du logement. Alors, ils sont encore dans le logement, ils vont sortir. En tout cas, ils sont menacés de le faire. On a des gens qui vivent dans les copropriétés dégradées, de grands logements, de grands immeubles, pardon, qui sont souvent construits dans la même époque qu'on a construit les grands ensembles, qui sont, notamment dans le sud de la France, mais il y en a partout en France, hein, en rupture de paiement. Donc on a coupé les fluides certaines fois on a du mal à entretenir, ne serait-ce que les fonctions de clos et de couvert du bâtiment. Et puis on a les petites copros de centre-ville, dans les centres-villes qui, en déprise économique, en déprise démographique, où vous avez des immeubles de 10-15 logements, en général sans syndic, ou avec un syndic qui fait le minimum syndical, du coup, et avec très peu de prestations. J'ai vu un immeuble à Saint-Brieuc, l'ascenseur n'avait pas été refait depuis 1950. Personne ne le prenait d'ailleurs, parce qu'il était très dangereux. Personne n'avait la possibilité de le payer, voilà, donc complètement hors norme. Voilà. Et les deux immeubles comme ça, vous en avez pléthore en France. Alors on a des statistiques, mais on sait que les copropriétés dégradées, c'est la bombe à retardement après les cités d'habitat social d'aujourd'hui pour les années à venir. J'avance encore dans les questions de mal logement. On a ce qu'on appelle les hébergés résignés. Ce sont des hébergés chez des tiers qui restent chez leurs parents, qui retournent chez leurs parents, qui vivent avec un tiers, pas forcément mal, mais pas forcément dans une perspective de trajectoire résidentielle ascendante. Alors on a eu beaucoup ça dans les années, enfin c'est émergent, hein, c'est pas émergent, c'est courant, mais ça a beaucoup été dit dans les années, ce qu'on appelait le phénomène Tanguy, vous savez, quand les jeunes, peut-être étudiants et post-étudiants, à la trentaine étaient encore chez leurs parents. On a aussi des choses un peu culturelles. Dans le Midi, par exemple, les jeunes hommes quittent très souvent leur famille, c'est culturel comme ça, au moment où ils se mettent en ménage. Donc ils peuvent rester jusqu'à la trentaine chez leurs parents. C'est pas forcément négatif, mais on sent bien aussi que le phénomène de colocation, par exemple, qui développe beaucoup, au début c'était ça peut être anecdotique et plutôt culturel, ça peut devenir quelque chose de très contraignant. On voit des jeunes professionnels à Paris, par exemple, qui, au-delà de la trentaine, sont encore en colocation, parce que c'est ça pour habiter en banlieue. Et puis il y a le dernier phénomène, pour aller vite, qui est celui du logement en lointaine banlieue, qui fait qu'on est contraint d'habiter loin, parce qu'on échange du mètre carré contre la distance kilométrique, qui fait qu'on rentre dans des stratégies d'accession à la propriété, par exemple, qui deviennent coûteuses, au fonctionnement plus qu'un investissement d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut avoir une deuxième voiture, il faut prendre des transports en commun coûteux, etc., etc. Puis on fatigue, puis aussi on a problèmes liés ensuite à la distance. Par exemple, on n'a pas de mode de garde en grande banlieue, puisqu'il faut du logement social avec des gens en capacité de garder des enfants, pour garder des enfants, parce qu'il n'y a pas de crèche non plus en loin de périphérie. Donc tous ces coûts-là, et cet éloignement, et cet isolement peut faire qu'on ait du mal logement. Vous voyez, donc la catégorie de mal logés peut être très très large, et c'est pour ça qu'à l'arrivée, on dit qu'il peut y avoir jusqu'à 10 millions de mal logés, ou de gens qui ont une sensibilité par rapport au logement, pour lesquels le logement fait problème, on va dire ça comme ça, en France. Alors donc, toute cette nébuleuse du mal logement, quand on la réfère à la question de l'habitat temporaire, on voit bien que l'habitat temporaire n'est qu'un petit élément qu'il faut par contre tout à fait regarder. Alors, puisqu'il était question de coûts, j'ai retrouvé quelques chiffres que j'avais fait dans une étude qui s'appelait les coûts sociaux du mal logement. On avait fait la comparaison sur les cas réels d'un ménage, c'était 3 ménages différents, qui étaient dans 3 situations de famille, 3 situations différentes de logement. Un qui avait accès à la propriété très loin en lointaine banlieue, un qui était dans le logement social en première couronne parisienne, et un qui était dans de l'habitat privé de faible qualité, notamment au point de vue thermique, notamment avec des coûts de chauffage très importants, dans le parc privé de première couronne parisienne. Et on s'était rendu compte que, d'abord, ce n'était pas les mêmes prestations de logement, on voit bien, hein, il y avait plus de surface en lointaine banlieue que dans l'habitat privé, bien sûr, que le fait d'être logé en logement social faisait qu'on avait socialisé les dépenses du logement. C'est-à-dire que le chauffage et les fluides étaient dans les charges, c'est des options que l'on avait retenues dans le cas qu'on avait regardé, et on avait
des frais de transport complètement différents pour aller se rendre dans un lieu de travail qui était en région parisienne, en centre de l'Île-de-France. Et on avait une différence de 450 € entre l'habitat indigne et le logement social, et de 300 et quelques euros entre l'habitat éloigné et le logement social. Alors, taux de prestation, encore une fois, différente. On était locataire d'un côté, de l'autre côté, on avait pris une situation d'un ménage endetté pour presque 30 ans pour une maison individuelle de 110 mètres carrés, très très lointaine banlieue. Il fallait 2 voitures, des bottes de garde qui occasionnaient des surcoûts, etc. En comparant coup à coup, les mêmes familles, on va dire, mais avec des prestations de logement différentes, mais avec des contraintes différentes aussi, avaient des différences donc ils avaient des revenus de 2000 € de revenus globaux pour le ménage. Certains pouvaient avoir un surcoût de 450 € sur 2000 € parce qu'ils étaient en logement privé, mal chauffé et plutôt de petite taille en région Île-de-France. Voilà. La prime attend bien sûr au logement social puisqu'on socialise les dépenses et on les globalise. Alors après, il y a le cadre dans lequel le logement social s'inscrit. Ça, c'est un autre débat parce qu'il peut y avoir, on peut être pénalisé par le fait d'habiter dans un contexte social défavorisé. Alors pour avancer sur mes questions, c'est quelles sont les pathologies, les difficultés liées au mal logement. Parce qu'on peut être mal logé, et donc à l'inverse, quand on est mieux logé, à quel genre de pathologie on échappe. Alors on avait fait un repérage très rapide, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais on avait repéré donc avec les 4 catégories pour simplifier de mal logement, entre ceux qui sont privés d'un logement personnel, ceux qui ont un logement inadapté, ceux qui ont une fragilité sociale dans l'accès et le maintien, ce qui peuvent faire payer leur logement, etc. Et ceux qui ont une localisation inadaptée et un logement qui est vraiment soit dans un quartier stigmatisé, soit dans un périurbain éloigné. Donc, la privation de logement, en général, on a identifié 3 types de conséquences. D'abord, on a des conséquences individuelles, évidentes, pas de logement, généralement, c'est pas d'emploi. Voilà, bien sûr, on a trouvé des salariés SDF, c'est très difficile de garder son emploi quand on n'a pas de logement. Donc, très souvent, on a une perte d'emploi. On a très souvent des pathologies liées au fait de ne pas avoir de logement, ou d'être dans une situation de logement inconfortable. On a du stress, il faut trouver une solution. Mais on est exposé au froid, on est exposé aux maladies, etc., etc. Quand on est dans un logement inadapté, on a d'autres types et inconfortable, on a d'autres types de pathologies. On est exposé au saturnisme, beaucoup dans les villes anciennes, asthme, manque de sommeil, parce que quand il y a des problèmes de bruit. Puis ensuite, on a des problèmes très fortement liés à la psychologie du ménage qui habite. Quand on va recueillir des témoignages, on est frappé non pas par... Cette fois, les gens sont malades, ils nous disent j'ai un certificat médical, etc. Mais ce sont des gens qui sont très souvent en dépression. Donc dépression, souvent, ça va avec perte d'emploi, arrêt de travail, etc. La dépression est une maladie la plus forte liée au mal logement, à mon avis. Fragilité sociale dans le maintien au logement, quand le logement est trop cher, on a des problèmes de risque d'impayé, d'expulsion. On a fait des calculs qui montrent que le coût d'une expulsion et d'un relogement derrière, en général, représente à peu près le décuple de ce qu'était l'impayé de loyer, c'est-à-dire que pour 5 000 € d'impayé de loyer, qui mérite éventuellement qu'on prenne des mesures, il ne faut pas laisser non plus les impayés comme ça, 5 000 €, une famille qu'on a délocalisée, qu'on a mis dans des structures d'hébergement et qu'on a relocalisé ensuite dans du logement après un temps de probation, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que d'essayer de les remettre dans un logement, on peut être dans un registre de 1 à 10, puisqu'on arrive à 50 000 €, tout frais confondus, entre les structures d'hébergement, les frais d'expulsion, le déménagement, le réaménagement, etc. Quand c'est la puissance publique qui prend tout en charge, le ménage prend en général, donc ça part, on est d'un rapport de 1 à 10. Donc l'expulsion est en général un coût net très fort pour la collectivité. Et le dernier point, la localisation pour le logement inadapté, c'est en général le ménage qui supporte les coûts et aussi les collectivités locales. Paradoxalement, ils y pensent très peu, mais quand on crée un lotissement, il faut créer en général des écoles et des services qui vont avec, un ramassage d'ordures ménagères, etc., etc. Et on a un coût collectif qui est très peu socialisé d'ailleurs. D'ailleurs, c'est les impôts locaux qui supportent. Vous avez des impôts locaux très importants en lointaine périphérie pour des raisons simplement d'aménagement, on va dire déséquilibrés, déjà ça, et puis les ménages eux-mêmes ont des surcoûts très importants. Alors, quel habitat ensuite pour ces mal logés? Parce que je fasse 20 minutes, c'est vrai que ça va être... Alors, quel habitat pour les mal logés? D'abord, je vous redirai qu'il y a ce qu'on a appelé longtemps les cités de transit, qui ont été, comme leur nom l'indiquait, les transits, et donc on devait y passer.
la formule d'ailleurs, il y a un historien stratégique, je crois, qui peut-être vous pourra en dire un mot, mais l'idée c'était de dire, dans les gens qui quittent les bidonvilles, il va y avoir peut-être une étape nécessaire pour pouvoir stabiliser ces familles, faire le point sur leur capacité à habiter, et ensuite on pourra les faire transiter vers d'autres habitats. Moi j'ai connu ces transits qui étaient encore occupés ou qui ont été réhabilités depuis, en général sont maintenant démolis et reconstruits, mais encore il y a très récemment, il y a moins de 15 ans, donc ces transits ont mis du temps à être transitoires. Mais la question qu'on se pose et qui a traversé toutes les époques où on s'est posé cette question, quel logement temporaire ou de transit ou pour accompagner les ménages qui n'ont pas de logement, c'est est-ce qu'on doit faire un habitat spécifique? La question de l'habitat spécifique et de ses composantes. En quoi il est spécifique? Alors en général, ça ne va pas vous surprendre, il est spécifique parce qu'il n'est pas cher. C'est la première chose qu'on retrouve, y compris quand il y a des solutions associatives qui ont été menées ensuite, il y a eu des solutions d'autoconstruction, etc. On a toujours mis en valeur le fait que c'était pas cher. Spécifique, je veux dire en général pas cher. Alors pas cher et peut-être moins confortable par rapport à la norme du logement habituel, du logement du moment. La norme est reconnue recevable pour le moment. Mais le habitat de transit, il y avait à peu près toutes les normes de confort que l'on veut. Et j'ai vu dans les DOM des logements que l'on livre non terminés, avec un point d'eau et juste un bloc évier. Les murs ne sont pas terminés, le sol est carrelé ou cimenté d'ailleurs. On peut aussi faire du logement adapté au sens où il n'est pas terminé et on demande à la personne, même dans le logement social, de le terminer elle-même. Ce qui pose des problèmes par la suite, surtout quand on n'a pas de revenus pour le faire. Alors, spécifique, première question, c'est s'il est temporaire et s'il est particulier, la spécificité, on la situe où? Donc ça, c'est une première question, donc peut-être une question que vous pourriez travailler dans votre projet. Temporaire, vous l'avez dit tout à l'heure, temporaire, oui, mais combien de temps? C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne peut pas, dès la création, avoir un projet pour la transformation à terme ou la destruction de ce logement, en l'inscrivant dans un cycle économique, d'amortissement éventuellement, comme on peut le faire pour d'autres équipements, mais pour lequel le temporaire, si c'est la construction du temporaire, soit inscrit dans le temps. Parce qu'il y a aussi un doute quelque part, est-ce que c'est la construction qui est temporaire ou c'est l'occupation dans le logement qui est temporaire? Parce qu'à ce moment-là, n'importe quel logement peut être temporaire si on en fait simplement si on fait un système de location qui est juste pour quelques semaines, quelques mois, quelques années. S'il est temporaire et s'il est d'urgence, ou très réputé répondre à un problème un peu éminent, il est certain que les gens ne se baladent pas avec leurs problèmes, leurs meubles et leurs dispositifs, on va dire, de vie quotidienne. Donc, logement temporaire veut dire aussi logement meublé, très souvent, mais aussi logement avec tous les abonnements qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de connexion aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui la connexion est plus téléphonique, parce que maintenant les gens ont des portables, même les SDF ont des portables, mais Internet, par exemple, simplement, des choses comme ça. Bon, est-ce connexion ADS, avec des abonnements, voilà. Donc, est-ce que temporaire veut dire aussi, est-ce qu'on a un package qui est, j'ai bien sûr l'abri, mais j'ai aussi les abonnements, les assurances qui vont avec, etc. La Emmaüs Habitat, il y a quelques années, les travailleurs sociaux d'Emmaüs Habitat, d'ailleurs ce n'était pas quelque chose d'officiel, avaient fait émerger un concept qui s'appelait le tout habité ER, dans lequel c'était en fait une évaluation des coûts de ce que ça représentait de vivre dans un logement qui était meublé. Il n'y avait pas le prix des meubles dedans, mais qu'il fallait faire fonctionner. Donc on n'était pas dans le loyer plus charge, on était loyer plus charge, plus tout ce qui est nécessaire de les rajouter aux charges pour que le logement soit soutenable pour le ménage qui est dedans. Donc si temporaire veut dire quand même durable dans le sens qu'on peut l'occuper de manière satisfaisante et suffisamment longue pour pouvoir passer à autre chose éventuellement, ou y rester si on n'a pas d'autre solution, on a cette question-là à gérer. L'autre chose aussi, c'est, je reviendrai sur la question de l'auto au sens auto-géré, auto-construit, auto-réhabilité, auto-administré. Peut-on imaginer un logement temporaire porté et uniquement porté par ceux qui l'occupent? Gros débat quand même. Il y a quelques années, je prends un peu de temps parce que je pense que c'est un peu important pour ce que vous avez à réfléchir. San Francisco est une ville aux États-Unis que j'ai visitée, mais pas pour ces questions-là, donc je ne vais pas vous dire concrètement comment ça se manifeste, mais qui est très, très reconnue pour l'importance de son phénomène de SDF. Il y a quelques années, les SDF, avec la puissance publique, se sont organisés pour créer un camp de SDF, géré par des SDF.
sur une ancienne décharge. Ça, c'est un autre problème. Et il y a eu un article d'ailleurs dans Courrier International, c'est pour ça que j'ai eu vent de cette question, sur comment peut-on gérer. Alors c'est comme font les Américains, hein, c'est pas 50 personnes, c'est pas 100 personnes, c'était plusieurs milliers de personnes. Il a fallu créer une administration autogérée. Et en fait, on s'est retrouvé dans le système du bidonville autogéré, avec la police autour, un système mafieux qui s'est créé, où c'était toujours la loi du plus fort qui l'a emporté, avec un système qui était très très compliqué d'évacuation des ordures ménagères. Enfin, en fait, on a recréé une ville et on a fait baisser les droits de l'administration au motif qu'il fallait que ça soit autogéré. Donc autogestion et gestion et administration, surtout quand il s'agit de lieux et de lieux temporaires, gros problème. Alors, il y a eu un cas, peut-être qu'on vous en parlera tout à l'heure, il y a eu un cas d'une expérimentation à Choisy-le-Roi, je crois, puis il y a eu un village aussi qui a été créé à Ivry aussi, d'habitat temporaire. Gros problème d'administration. Il faut gérer ces personnes sur le territoire, et ça, c'est pas le logement seulement, c'est pas que le logement social, c'est aussi comment ce territoire, est-ce qu'il appartient à la ville encore, quel genre de police on y mène, etc., etc. Voilà, alors bon, il y avait plein d'autres choses à vous dire sur les ruptures démographiques. Aujourd'hui, je donne encore un chiffre rapidement, les SDF, les gens en situation de logement temporaire sont comme les autres. Il faut se ayez en tête quand même qu'un ménage, aujourd'hui, c'est une rupture pour 2 unions par an. C'est-à-dire pour chaque union que l'on scelle chaque année, statistiquement, parce que c'est pas que le mariage, hein, c'est toutes les unions, mais les gens qui se mettent en couple, il y en a une qui se défait chaque année. Donc une pour 2. Et en tendance, les vieux ménages qui sont encore ensemble resteront ensemble. C'est plutôt le flux. Ce qui veut dire simplement que le logement temporaire, c'est l'avenir. C'est ça que je veux vous dire, c'est qu'on aura temporaire. Alors temporaire pas au sens d'urgence, pas au sens je suis dans la rue, j'ai besoin. Mais le logement qui va permettre de remplir un trou qui est j'ai besoin il y a une rupture, j'ai besoin d'un logement pour atterrir le temps de réorganiser ma vie, et j'ai besoin d'un second logement, et j'ai pourtant les mêmes ressources qu'avant, c'est-à-dire il faut un second logement à côté d'un ménage qui existe. C'est aujourd'hui des collectivités qui réfléchissent au logement du père séparé, avec des types 3 ou des types 2 compacts, où on peut rajouter une chambre pour la droit de visite. Ce sont des logements meublés, ce sont des logements que l'on peut prendre sur des périodes raccourcies et sans délai d'attribution trop important, parce qu'il faut attendre un an, en général on a réglé le problème. Donc le logement temporaire, c'est aussi ça, c'est aussi la nouvelle démographie, c'est aussi familial, c'est aussi des ruptures, c'est aussi des parcours segmentés. Auparavant, on pouvait se loger toute une vie dans 4 ou 5 logements. Le PLH de Bordeaux, c'était 15 logements comme modèle, pour une vie entière. 15 logements. Je suis moi-même à 17, hein, depuis que je suis autonome, voilà. Donc, regardez, comptez vous-même, hein, donc comptons le logement étudiant. Il y a certaines étudiants qui changent de logement tous les ans d'ailleurs, donc ils ont déjà pris de l'avance. Mais ce que je veux dire, c'est que le logement temporaire, c'est aussi les périodes de transition. Ça peut être pour quelqu'un qui vient de l'étranger, ça peut être quelqu'un qui a une mauvaise passe, c'est quelqu'un dont on peut espérer qu'il sortira de des difficultés, mais c'est aussi le lieu commun, le droit commun de tout le monde. Voilà, je vais pas là-dessus, il j'aurais beaucoup de choses à vous dire de plus, mais je m'arrête là, merci. Merci beaucoup. Nous allons prendre maintenant les questions. Est-ce qu'il y a des questions? 15 minutes de questions. Alors j'espère que vous avez des choses à demander à nos 2 intervenants. Pas de questions? Alors, est-ce que quelqu'un peut faire passer le micro, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un micro? Une question? Oui, question de M. Vanoni, enfin c'est en tant que sociologue, je pense qu'il y a quand même un petit problème de confusion entre corrélation et causalité dans votre raisonnement. C'est pas le logement qui fait forcément la dépression, hein. Vous pouvez aussi faire des enquêtes dans du logement tout à fait bourgeois, de propriétaires, ailleurs. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème dans les informations où vous faites un rapport analogique entre le logement comme pathologie, plus ou moins grave, et auquel serait de façon immédiate, avec un déterminisme qui paraît, qui mérite d'être explicité en tout cas, entre les problèmes rencontrés par les personnes qui sont dedans et le type de logement. Quand on travaille dans d'autres pays sur le rapport à la relativité, la question du confort et la question de l'ascension sociale,
on s'aperçoit que on ne peut pas faire un déterminisme comme ça entre des conditions de confort qui sont relatives à une société donnée et des pathologies type psychiatrique comme vous mettez en avant. Écoutez, je suis d'accord avec vous. C'est pas parce qu'on est mal logé qu'on est dépressif, et c'est pas parce qu'on est dépressif qu'on va être mal logé. On est d'accord. Par contre, vous prenez n'importe quel professionnel qui travaille aujourd'hui sur l'habitat indigne, n'importe quel professionnel qui travaille sur l'insertion par le logement, n'importe quel professionnel qui essaye de bâtir des solutions adaptées pour des ménages qui ont un logement qui ne convient pas. Je ne dis même pas qu'ils ont des soucis. Tous les professionnels vous diront que la question de la santé, ce qu'on appelle les problèmes psychiques, psychologiques, mais aussi la santé mentale, sont aujourd'hui convoqués dans la solution logement. Alors, c'est pas universel. Il y a des gens qui vont très bien et qui n'ont juste que ponctuellement qu'un problème, on va dire, de logement. C'est un problème à ce point important qu'en Ile-de-France, on a des réseaux logement santé de médecins qui se sont créés. Je travaille actuellement avec le réseau de Créteil pour essayer de dénouer la manière dont les problèmes de logement, mais à la limite le logement aussi comme solution, peut être mis en œuvre pour accompagner des personnes dans leur trajectoire, on va dire, médicale, quoi, dans leur thérapeutique. Je ne dis pas, alors encore une fois, j'avais dit que c'était lié à 100%, mal logé égale dépression ou autre chose, c'est que un ménage qui va bien, qui a juste un problème d'impayé, qui habite un problème d'impayé récurrent, c'est possible, parce qu'on peut mettre en place des stratégies, je suppose, de compensation, mais ça finit par aller un jour un peu moins bien, on va dire ça comme ça. Et à l'inverse, un ménage qui irait bien, qui ne serait pas accident d'un logement indigne, et qui aurait des ressources et un étayage social autour de lui, en général, il ne reste pas très longtemps dans le logement indigne, et il s'en va, et il n'y a pas de problème pour le régler. Nous, ce que l'on a comme souci, ce que disent tous les opérateurs, vous en avez un cet après-midi, je crois qu'il s'appelle... Non mais, excusez-moi, c'était juste la relation entre causalité et corrélation, sinon il y a d'autres non, mais causalité... Vous venez justement de dire ça, c'est que, en fait, vous venez d'inverser ce que vous avez dit tout à l'heure. Ah bon, d'accord, alors je vais peut-être inverser, peut-être. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un problème très important aujourd'hui, que les professionnels du logement d'insertion, qui travaillaient sur le logement d'insertion, et les médecins connaissaient très fortement, les reconnaissaient très fortement. Et aujourd'hui, c'est un champ qui émerge et qui émerge et qui génère des travaux, des expérimentations, etc. Dans le logement, d'abord en état, et des expérimentations, mais bien plus profondément. C'est-à-dire que, je vous donne un autre exemple, il y a un hôpital psychiatrique dans l'est de la France, elle vient de faire bâtir une résidence HLM dans l'enceinte de l'hôpital pour inscrire le logement dans la prise en charge des malades, avec des financements qui étaient des financements publics. Voilà, pour vous dire que les deux thématiques santé et logement aujourd'hui sont très proches. Oui, c'est plus une critique ou une remise en question de ce que vous avez pu dire, en fait, une question. Par rapport à l'intitulé du concours, vous dites voilà, il va falloir proposer un produit qui réponde à ça et pas décorréler ce produit d'un accompagnement social. Et par rapport au projet qui est de dire oui, on propose quelque chose et après on aura la chance de le mettre en place. Est-ce que finalement, dans la manière de poser la question, on n'a pas déjà faux? Et est-ce que c'est pas un produit plus qu'un processus, plus qu'un produit qu'il faudrait amener par rapport à ce que vous pouvez dire, si on va au bout de ce que vous dites, on a l'impression que finalement, un architecte qui dessinerait quelque chose sur un calepin pour l'amener après, faux, quoi. On est déjà à côté de la plaque, et ça peut être plus intéressant d'aller sur le terrain, commencer sur le terrain, peut-être moins avec des architectes qu'avec des étudiants en droit, de questionner des questions de droit sur ces questions-là, et à quel point finalement un concours comme celui que vous proposez est apte à apporter une solution dans ce qu'on vous dit, on a l'impression que en fait c'est assez limité. Non, mais je vais répondre pour ce qui me concerne. Moi je pense que le processus de construction c'est une chaîne. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas isolé en lui-même. Après,
chacun des acteurs ou des actrices de cette chaîne, il a à s'interroger sur la manière dont il lie sa production aux autres. Donc, non, je ne crois pas que ce soit un problème. Oui, de toute façon, construire quelque chose, proposer quelque chose, c'est s'inscrire dans un processus. Ça ne peut pas être autrement. Ou alors c'est juste de la réflexion en chambre qui pose des questions qui sont à reprendre éventuellement pour être opérationnel. Mais ça n'empêche pas à la fois la réflexion du producteur en disant bon, voilà, moi j'ai un produit à construire, mais il doit s'inscrire dans une procédure et dans la liaison avec d'autres. Je crois que c'est la richesse du processus de réflexion architecturale qui est de concevoir les choses en fonction d'un environnement, d'un objectif, d'une commande, d'un résultat, etc. etc. Je crois que c'est ça, moi, l'élément que je renvoie, c'est d'abord celui-là. Ça ne peut pas être complètement décontextualisé. Après, j'en profite, puisque pour rebondir sur un certain nombre d'éléments, c'est celui de la question, en fait, beaucoup de nos interventions, elles posent la question de la place de la puissance publique, en fait, et des pouvoirs publics dans la question du logement. Alors, il y a d'une part tout ce qui concerne les prévisions. Il faut quand même bien reconnaître que dans les différents schémas directeurs régionaux, auparavant, il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu des erreurs notamment parce que on n'a pas vu venir l'éclatement de la famille. Donc dans les projections de logement nécessaires, on n'a pas du tout vu cet élément. On pensait que la démographie en France allait baisser comme le reste des pays européens. Ce n'est pas le cas. C'est rajouté ponctuellement un phénomène de secondarisation du logement. Donc il y a eu un problème de la commande publique, de la puissance publique sur les questions de prévision. Après, il y a globalement la question de la gestion. C'est vrai que la puissance publique, elle intervient sur l'habitat indigne, la lutte contre l'habitat indigne, sur la gestion de l'urbanisme, sur les solutions qui peuvent être proposées, et l'habitat temporaire en fait partie, pour répondre à des crises, des urgences ou des besoins émergents. Et puis la puissance publique, c'est là aussi la limite, elle s'adapte aux besoins. Notre réflexion sur le fait que les différents pouvoirs publics cherchent sans arrêt à s'adapter à la demande, ça reste une réflexion française, hein, des fois. Il faut bien se le dire. C'est-à-dire qu'on est très interventionniste dans notre manière de faire et de penser les besoins des uns des autres. Ça peut... moi, je suis plutôt sur le volant interventionniste, mais je pense que ça peut s'interroger. D'autres endroits sont plus dans le laisser-faire, avec une approche plus libérale au sens économique du terme. Et je partage complètement aussi la question de l'autogestion, puisque l'habitat temporaire, il y a à rentrer dans cette idée. L'autogestion sur des habitats de ce type-là donne des résultats catastrophiques. Et moi, je suis très ferme là-dessus. Ça donne des résultats catastrophiques. Les campements, lorsqu'ils sont particulièrement durs, sans intervention de la puissance publique, sans un minimum de gestion, les dérives mafieuses, elles sont quasi systématiques. Voilà, la nature, elle a horreur du vide là-dessus. Et la puissance publique, c'est son rôle, d'une certaine manière, son honneur, c'est de réguler les rapports sociaux et d'éviter que les plus puissants prennent la place sur les plus faibles. Si elle n'intervient pas, c'est ça ce qui se passe, et la dérive, effectivement, elle s'installe assez vite. Je me permets juste de rajouter un petit mot là-dessus. Il y a dans l'emploi depuis des années ce qu'on appelle la zone grise de l'emploi. C'est tous les emplois qui sont à temps partiel, qui sont par intérim, etc. Voilà. Donc le système de l'emploi s'est adapté au fait que l'emploi à vie,
à temps complet, et quelque chose qui existe encore, bien sûr, heureusement, mais qui est quelque chose qui est une forme, comme une autre d'emploi, il peut y avoir d'autres types d'emplois. Et on peut le contester, on fait ça comme ça. Pour le logement, c'est pareil, et le parallèle logement-emploi peut être fait, et je pense qu'il gagnerait à être davantage renforcé. J'ai moi-même fait une étude il y a pas longtemps pour des organisations, pour le syndicat, etc., pour Action Logement, sur ces questions-là. Je pense qu'il faut prendre d'emblée la question comme ça, en disant aujourd'hui, est-ce que c'est souhaitable ou c'est pas souhaitable? On peut débattre, mais en tout cas c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens perdent leur logement, ont besoin de bouger, on sont dans des systèmes de rupture, n'ont pas les moyens d'acheter ou de louer le logement qui leur conviendrait. Il va falloir trouver des solutions. Il y a des flux migratoires qui arrivent et ils sont de plus en plus importants. 200 000 personnes chaque année rentrent sur le territoire, donc ça en sort bien sûr, mais 200 000 quand même. Donc il faut les absorber. Voilà, bon, ils viennent pas tous avec des moyens, avec des ressources et des références qui sont celles de l'habitat que nous avons sur le marché. Donc il faut trouver. Il y a beaucoup de travail au noir, etc., qui ne permettent pas non plus de passer par des agences. Donc toute cette zone-là, toute cette zone grise, votre projet finalement, c'est de lui donner quelques couleurs à cette zone grise du logement, et plutôt de dire il en faut, il n'en faut pas, il faut dire puisqu'on en fera, je pense que c'est inéluctable qu'une forme d'habitat temporaire se développe aujourd'hui, y compris dans l'habitat en dur. On fait de l'hébergement dans les logements aujourd'hui, c'est-à-dire on prend des logements et on dit c'est plus un logement, c'est une structure d'hébergement, on met des lits dedans et on met des gens, et on gère ça comme si c'était de l'hébergement, soit d'urgence, soit d'insertion, etc. Donc il faut trouver un dispositif, un système dans lequel il y a la forme urbaine, l'architecture, du design, dans lequel on dit, puisqu'il en faut, on va essayer de trouver, de le faire le mieux possible, dans une économie raisonnable, et pour que ça ne soit pas stigmatisant, que ce ne soit pas pénalisant pour les gens, etc., prenons soit on va dire des recettes, quelques points durs sur lesquels il faut être intransigeant. Par exemple, que la forme urbaine ne soit pas stigmatisante, que par exemple la localisation ne soit pas pénalisante, que les frais de fonctionnement ne soient pas tellement important que ça dépasse le prix d'un logement ordinaire qu'on peut avoir sur le marché, etc., etc. Donc on a donc 3 choses comme ça qu'on pourrait dépasser. Voilà, c'est ça que je voulais vous rajouter. Très bien, le temps passe, c'est votre dernière question. Moi je voulais juste dire aux candidats, c'est la première fois que Concours Minimaus propose des sites d'intervention. On n'est pas sur des choses abstraites, où on propose des belles boîtes qui n'auront pas d'accompagnement social. Les sites qu'on a proposés ont été construits avec la métropole de Nantes, et ce sont des sites qui sont extrêmement bien situés dans la ville, sur l'île de Nantes, et a priori l'accompagnement social se fera par une association dont un des représentants est là et parlera tout à l'heure, Une famille, un toit. Donc ne vous inquiétez pas, vos projets seront accompagnés d'un accompagnement social. Et les sites proposés, je pense, répondent à ce qui a été dit ce matin, des sites extrêmement bien situés sur Nantes. Bonjour. Le sujet, comme vous devez le savoir, il y a déjà des associations qui travaillent sur ce sujet depuis longtemps. Notamment, je suis coordinateur d'une association qui s'appelle ALEN, Association pour les habitants de logements éphémères et mobiles. Des colloques, il y en a déjà eu sur le sujet. Et en fait, on n'arrive pas toujours aux mêmes conclusions. Et donc, on pourrait en parler pendant des heures. Mais il y a eu une chose qui m'a particulièrement alerté sur l'intervention de M. Mathieu. J'espère que vous n'allez pas trop souffler à l'oreille d'un législateur quelconque qu'il faut absolument que l'habitat temporaire ou l'habitat mobile, démontable, modulaire, on ne sait plus trop là, du coup, de quoi on parle, rentre et soit pris en compte par le code de la construction. Parce qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, quand on parle de normes, on parle de normes censées protéger le faible. On se dit, il faut qu'un habitat, il ait minimum 9 mètres carrés, enfin, ce qu'on connaît sur les normes de décence sur le logement. Mais finalement, toutes les personnes qui n'ont pas accès à ces normes se retrouvent avec un problème de statut. Et donc, sans statut, se retrouvent en fait sur un siège éjectable permanent. Aujourd'hui, le code d'urbanisme, quand on est en infraction à l'urbanisme, on est dans le cadre d'un délit pénal.
C'est-à-dire que vous pouvez même aller en prison, avoir des peines d'amende, des astreintes considérables, et on vous demande de démolir vous-même votre habitat. Donc vous êtes en tant que personne qui a finalement comme seule solution un habitat dit d'urgence ou comme on veut, donc dans la catégorie, je ne sais pas, vous avez dit redéterminisme, je crois tout à l'heure, M. Valloni, dans cette catégorie-là de gens qui retrouvent une solution, finalement, ils se retrouvent stigmatisés, expulsés, en fait, finalement, précarisés par le problème de statut. Donc j'espère que vous n'allez pas le souffler trop fort. Et j'ai été particulièrement, moi, choqué sur la conclusion de l'enquête que vous nous parliez tout à l'heure. Vous nous disiez, les personnes relogées avec accompagnement social coûtent moins cher à l'État, à la société, que les personnes relogées en droit commun. Et puis, en fait, tout de suite derrière, vous nous dites, mais l'étude est faite sur des cas de gens très cassés. Je ne vois pas comment vous pouvez arriver à des conclusions en prenant des cas de gens très cassés. Nous, on travaille depuis 10 ans sur des sujets de personnes qui se redéterminent. Vous avez oublié de parler aussi des personnes qui vivent dans les terrains de camping, qui sont à peu près 200 000 aujourd'hui en France, et qui a été le début de l'association Alep. En fait, j'arrive plus à comprendre où vous allez avec ce genre de raisonnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, quand on n'a pas, surtout à la période du deuil, où on se dit finalement c'est l'État qui est responsable, avec le logement, le droit au logement opposable, et on se retrouve finalement à dire celui qui ne possède pas, alors que l'État ne peut plus participer finalement à sa propre vie, à sa propre redéterminisme, et doit avoir un suivi, finalement, pourquoi pas même parler de contrôle social, pour être aidé. J'arrive pas à comprendre le raisonnement. Bon, d'après moi, vous mélangez beaucoup de choses. D'abord, sur le chez-soi d'abord, je ne peux que vous renvoyer aux éléments de cette enquête. Ça concerne 700 personnes, 2 fois 350. L'objectif était de montrer que toute personne pouvait intégrer un logement sans passer nécessairement par un parcours résidentiel. Le chez-soi d'abord et le logement d'abord, vous verrez en tapant ces références dans votre moteur de recherche préféré. Elle s'exerce, c'est un programme d'abord européen, il est exercé un peu partout dans le monde, notamment en Amérique du Nord. Et l'apport de la France, c'est de montrer justement que cette façon d'aborder les choses, c'est non seulement meilleur pour le rétablissement des personnes, c'est le premier objectif, et ça c'est mesuré scientifiquement, vous pouvez le remettre en cause, mais c'est comme ça. Et puis, c'est aussi performant du point de vue de la dépense publique. Voilà. Donc, il n'y a pas de confusion, c'est un travail justement porté scientifiquement qui prouve ce genre de choses, et je ne vois pas très bien en quoi ça remettrait en cause un certain nombre de choses. Bien au contraire, il s'agit de poser l'idée que l'accès direct au logement avec de l'accompagnement vis-à-vis de personnes qui sont les plus difficiles à reloger, ou a priori, dans l'ensemble de la littérature et des options publiques qui sont prises, on les fait rentrer dans des systèmes d'hébergement qui vont pas à pas les mener vers le logement autonome si ça se passe bien. C'était pas nécessairement la seule optique à prendre et qu'il y avait d'autres options. Sur la question du code de la construction et de l'habitation et sur les normes, moi je dis simplement qu'à un moment donné, quand il y a des besoins relativement rapides, c'est la question de l'habitat temporaire, elle se pose dans le sens où il est pris exactement dans les mêmes procédures, a priori, que, s'il est amené à durer un peu, que l'habitat pérenne. Et que ça pose une question. Et ça pose une question qu'il faut voir en termes d'efficacité publique à un moment donné. Vous liez ça aux normes. C'est un bon sujet, les normes. C'est pas parce qu'il y a des normes qu'elles sont forcément bonnes. C'est-à-dire, la norme, elle n'est pas bonne en elle-même. La norme, elle s'interroge. Et moi, je peux vous dire, là, je suis délégué interministériel, mais j'étais bailleur. J'ai été, fait de la construction, j'ai fait de l'accompagnement social, j'ai à peu près tout le champ sur le sujet.
moi je pense aussi que la norme elle exclut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'il y a une multiplication des normes, la question du coût final en termes constructifs, c'est un élément qui exclut. Et elle s'interroge. Il y a des bonnes normes, il y a des normes moyennes, et il y a des mauvaises normes. La norme, elle n'est pas bonne en elle-même. Donc mon propos, il n'est pas différent que de mettre en avant le fait qu'on doit toujours interroger l'utilité publique et avoir une vision large sur ce genre sur les processus constructifs et l'environnement dans lequel ils s'exercent. Et les normes et le code de la construction fait partie de cet environnement. Il s'interroge comme le reste. Bien, merci. Donc je vous propose de faire une petite pause de 15 minutes maximum. Nous nous retrouvons à 11h20 ici pour recommencer notre séance. Merci.